Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Nakamoshi pour ce nouvel épisode sur l'histoire de New Japan Pro Wrestling. Et aujourd'hui, on va parler de l'inokisme. Depuis le temps que vous l'attendez et que je devais la faire. Voilà, je me suis beaucoup replongé ces dernières semaines, ces derniers mois, sur cette période 80, enfin la fin des années 90, début 2000, enfin surtout la fin des années 90, c'est vraiment une période que j'adore. Et donc je me suis un peu fait avoir, je commençais à regarder quelques shows et c'est devenu beaucoup de shows et j'ai passé beaucoup de temps à regarder ça avec beaucoup de plaisir parce que c'est vraiment une excellente période. Mais voilà, du coup à chaque fois je repoussais l'enregistrement de la vidéo, je fais ah, je ferai ça plus tard, plus tard, plus tard, plus tard. Et j'ai regardé beaucoup de shows, donc beaucoup de plaisir un peu pour me replonger dans cette période. Donc on va essayer de faire une vidéo un peu courte pour changer. Euh, on va juste survoler euh, brièvement les quelques années en question. Et puis, je vous montrerai des chiffres à la fin. Voilà, j'ai fait un tableau pour montrer l'évolution du Japan pendant cette période. Donc, la fameuse période de l'inokisme. Alors, déjà, l'inokisme, pour le définir, alors je suis pas allé revérifier, j'ai oublié, ça fait longtemps que j'ai pas vu la vidéo. Mais Mister Moonlight avait fait, enfin fin 2022, début 2023, peu importe, une vidéo sur l'histoire de alors, la vie et la carrière d'Inoki, un truc comme ça, je sais plus quel est le titre exactement. Mais après qu'Inoki nous ait quittés, et il en avait parlé, il avait dit, pour définir le inokisme, c'était... Parce que généralement quand on parle d'inokisme, on parle de ce qui a, entre guillemets, saccagé un peu New Japan Pro Wrestling au début des années 2000. Mais lui, il avait dit quelque chose de très intéressant. Il avait dit un truc du genre l'inokisme, c'est. euh, il avait défini ça comme, je crois, toutes les mises en avant du combat legit ou de la représentation d'un combattant legit chez New Japan. Je sais plus exactement comment est-ce qu'il avait formulé ça, mais c'était très juste. Donc voilà, je vous invite à aller voir sa vidéo si c'est pas fait. Je la mettrai certainement en description, là-dessous. Je vous mettrai un petit lien, comme ça vous pourrez y aller directement. Voilà, pour retrouver la définition, mais aussi pour voir la vidéo parce qu'elle était très intéressante. Du coup, voilà. On a un peu défini l'inokisme. Bon, j'ai cité Mr. Moonlight pour le coup. Mais voilà, on va partir en 97. Je crois qu'on avait arrêté la fois dernière, c'était genre 95 ou 96, je sais plus. D'ailleurs, petite parenthèse, en 96, j'ai vu une carte pour tous ceux qui sont fans des junior heavyweight de cette période-là. Je suis pas allé voir le show, mais je crois pas avoir vu ce show. Bon là, je l'ai pas regardé, mais je crois que j'ai jamais vu de ma vie. C'est un show en 96, je sais plus comment ça s'appelle. Et c'est un show, genre il doit y avoir 7 ou 8 combats sur la carte. Et c'est que des matchs pour des titres. Et c'est que des titres juniors qui sont en jeu. Donc pour ceux qui aiment les Super J-Cup et tout ça. Bon là c'est pas en format tournoi, à chaque fois c'est pour un titre. Mais je crois qu'en jeu, il y a le titre bah, forcément de New Japan, IWGP Junior Heavyweight. Il y a le titre War. En pré-main event, il y a Liger qui est dans un match pour le titre Commonwealth quelque chose. Donc c'est un titre de Grande-Bretagne. Il y a un titre de UWA, je crois, la compagnie mexicaine. Il y a un ou deux titres de CMLL. Il doit y avoir un titre, je crois qu'il y a deux titres NWA. Un NWA enfin Cruiserweight, un truc comme ça, et un NWA par équipe, ça c'est l'opener. De mémoire, il y a Landstorm dans le match. Je sais plus, j'ai vu sur la carte que j'ai vue. Donc je pense que c'est une carte un show qui doit être pas mal. Donc voilà, parenthèse fermée. Donc, ce qui s'est passé brièvement en 97. Euh, En 97, il y a l'arrivée de Naoya Ogawa qui va faire beaucoup parler. Naoya Ogawa, c'est un ancien judoka, euh, une fois champion d'Asie, quatre fois champion du monde. C'est un mec qui va défoncer Hashimoto pour son premier combat. Genre, je crois en moins de 10 minutes, je sais plus. En avril 97, devant 60 000 personnes. Voilà, tu crées une star immédiatement. Arrivée de Ogawa en 97.
Début de NWO au Japon, hein, parce que NWO ça cartonne depuis l'été 96 chez WCW. Donc voilà, on allonge ça au Japon et on profite de la hype du truc. Le problème, comme chez WCW, c'est qu'il va y avoir trop de gens dedans. Un truc que moi j'aime bien, qui est un peu con sur le papier, mais moi j'aime bien, c'est l'intrigue autour de Keiji Muto. Euh, Parce qu'en gros, ça va être NWO contre New Japan Pro Wrestling. Et Keiji Muto, quand il n'est pas gimmické, il fait partie de New Japan Pro Wrestling, forcément. Mais par contre, quand il est en Great Muta, il est NWO. Donc sur certains shows, il va combattre la NWO, il va représenter New Japan, et sur certains autres shows, il va, il va représenter NWO. C'est un peu con dit comme ça sur le papier, mais moi j'aime bien. Donc voilà. C'est les débuts du gros push de l'équipe Shoten, donc Masahiro Chono et Hiroyoshi Tenzan, qui vont prendre un nombre de titres par équipe. Même moi, je sais pas, je crois que ça doit être 9, peut-être même plus, je sais rien. Ils vont dominer la division tag pendant des années, des années, des années. Donc là, on n'est pas encore à l'été 97, on est juste avant. À l'été 97, va y avoir le gros push pour Kensuke Sasaki, c'est son tour. Donc en 97, il va gagner le climax, un climax que j'ai toujours pas vu. Mais au vu du format et des participants, je pense que ça doit être l'un des climax les plus éclatés de l'histoire. Parce que c'est un format tournoi déjà, c'est pas un format bloc, c'est pas un climax comme on les aime. Et Sasaki va battre Buff Bagwell, Scott Norton et Hiroyoshi Tenzan. Donc, bon, il y a Norton quand même sur le chemin, mais Bagwell il représente rien. Il y a Norton. Et il va battre un Tenzan en finale qui commence à être poussé parce qu'il est associé à Chono. Mais c'est pas encore un mec qui a vraiment d'accomplissement, donc bon. Mais bon, sur le papier, on lui donne le climax, donc on essaye de montrer que voilà, c'est lui le top, le numéro un du moment. Mais c'est un peu limité, si on veut, dans l'idée par le format du truc, qui est pas optimal. Donc il va gagner Climax à l'été. En septembre, le mois suivant, au tout début du mois, il gagne les titres par équipe. Et tout de suite après, fin du mois, il bat Shinya Hashimoto, qui est dans le plus grand règne de l'histoire pour les poids lourds à ce moment-là. Hashimoto, il perd le titre au bout de 489 jours de règne, c'est immense. C'est Sasaki qui le bat. Il prend le titre et derrière, sur ses deux premières défenses, il va battre les autres mousquetaires. Masahiro Chono, Keiji Muto. Je sais pas dans quel ordre, je me souviens pas, mais peu importe. Le mec, voilà, on push, on met tout sur lui. En un mois et demi, il gagne le climax, il prend les titres par équipe, il prend le titre poids lourd en battant Hashimoto. Derrière, il enchaîne les trois mousquetaires en prenant le titre poids lourd au passage et en mettant fin au plus long règne, au plus gros règne de l'histoire chez les poids lourds. Donc 97, c'est l'année de Sasaki. 98, chose marquante, Inoki annonce que son match de retraite aura lieu, enfin au 4 janvier 98 au Tokyo Dome. Inoki annonce que son match de retraite aura lieu 3 mois plus tard, le 4 avril. Donc on va faire un tournoi legit pour trouver un adversaire à Inoki. Ce sera Don Fry pour l'anecdote. Et Fujinami va récupérer le titre en 98. Je pense que c'est son dernier règne. Et c'est lui qui va dropper le titre à Chono. Voilà, juste pour l'anecdote. Parce que Chono, il va avoir un seul règne de champion poids lourd chez New Japan. Voilà, ça va pas durer longtemps, ça va durer un petit mois. Mais pour l'anecdote, il prend le titre à Fujinami. Et derrière, il le rendra vacant pour blessure. NWO Japan en 99. Voilà, on passe assez vite quand même, parce qu'on va pas faire toutes les années à fond. En 99, la NWO au Japon, ça continue. Alors, avec des ajustements. Je parlais de Chono. Chono, en 99, il va. Enfin, en 98, été 98, il gagne le titre et il le rend vacant. Il va s'absenter longtemps. Il revient en 99. Je me demande s'il n'a pas un an d'absence, Chono. Peut-être un peu moins. Mais il doit revenir printemps-été 99. Donc, lui qui était le co-leader de NWO,
parce que Keiji Muto a fini par rejoindre pleinement Chono au sein de NWO. Donc il y a un peu, c'est un peu un lead à deux têtes, Chono et Muto. Chono, bah forcément, hop, on le met sur la touche, partie se soigner. Donc Muto il se retrouve seul leader. Euh, Tenzan, qui était en équipe avec Chono et qui dominait la division par équipe, on va lui trouver un nouveau partenaire. On va lui ramener Satoshi Kojima, qui a un autre projet New Japan, et on va les mettre en équipe. Hein. Ça va être le début d'une nouvelle équipe légendaire là aussi, Tenkoji. Le clan va tourner face en 99. Ouais, en 99 pendant que Chono est pas là. Et quand Chono va revenir, va y avoir une dispute, hein, Chono Muto. Et on va scinder le clan en deux. On va laisser Muto jouer les faces avec Satoshi Kojima et Hiroyoshi Tenzan. Et Chono, lui, va prendre une tournure heel. Ça va être Team 2000. Donc, Team 2000, c'est la continuité de NWO Japan. Et il va ramener pas mal de gaijin, forcément, pour jouer les heels. Donc, les mecs, ça va être Don Fry, Scott Norton, Rotunda, et plein d'autres. Je sais plus qui. Sting. Enfin, le faux Sting, hein, pas le vrai Sting. Donc voilà, en 99, on va passer, enfin, la deuxième moitié de 99, NWO Japan contre Team 2000. Ça va être, ça va prendre une part importante en termes d'antenne. Tatsumi Fujinami devient président en 99, chose importante. Voilà, Manabu Nakanishi, c'est l'heure du push. C'est lui qui va gagner le climax en 99 en battant Muto en finale. Voilà, on prépare la relève. Hein. Sasaki 2 ans plus tôt. On a mis Tenzan en équipe longtemps avec Chono pour le mettre en évidence. Quand Chono s'est blessé, bah, on a profité du momentum de Tenzan pour rajouter Kojima qui est de la même génération, mais pour que Kojima profite un peu de l'aura acquise par Tenzan. Cette fois, c'est Nakanishi qui est de leur génération, qui est le troisième de la génération, qui est mise en avant en gagnant le climax contre Muto. Yuji Nagata revient à ce moment-là aussi, ce qui est en excursion. Il revient. Est-ce qu'il revient pour le climax Je sais plus, peut-être qu'il revient un petit peu avant. Mais en tout cas, il finit troisième au climax, Nagata, quand il revient. Voilà, donc sur un peu les trois premiers du tournoi, il y a deux gars de la nouvelle génération. Donc voilà, hein. On essaie de créer de nouvelles stars. En 2000, ça va être le départ d'Hashimoto, qui va être dans toute sa longue feud avec Ogawa, où ils vont s'affronter beaucoup de fois, en solo, en tag. Va notamment y avoir un shoot sur le premier match. Alors, shoot, pas shoot. Pendant longtemps, on a cru que c'était un shoot, mais après, bon, il y avait quand même quelques. On n'était pas trop sûr, parce que bon, les deux, quand même, derrière, on va les faire s'affronter plusieurs fois. Derrière, Hashimoto, quand il va partir créer Pro Wrestling 01, Ogawa, il va partir avec lui. Donc, bon, si c'était vraiment un shoot, je vois pas trop comment les deux auraient pu bosser ensemble. Ils vont être champions par équipe NWA, je crois, ou un truc comme ça. Ou alors chez Zero One, ils vont être champions tag, je sais plus. Je sais plus où est-ce qu'ils prennent un titre par équipe, mais bon, voilà. Donc c'est un peu bizarre comme relation, les deux. Donc le fameux shoot du premier match, pendant longtemps, on s'est dit, est-ce que c'est vraiment un shoot? On sait pas trop. Et Ogawa a. Alors d'après lui, hein, enfin après, c'est l'un des principaux concernés, donc on va quand même le croire. Je crois que c'est l'année dernière, après la mort d'Inoki, ou alors je sais plus, j'ai lu ça il y a. J'avais lu ça pendant. Enfin, peu après la mort d'Inoki, et je sais plus si c'était une interview récente d'Ogawa ou si c'était une interview de l'année précédente. Ça date de 2 ans maximum. Où Ogawa avait révélé que c'était Inoki qui lui avait dit de shooter sur Hashimoto, donc c'était un truc qui tournait depuis très 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 longtemps. Donc Ogawa a semble-t-il confirmé un truc que, a priori, on savait déjà. Même si, bon, moi perso, j'avais un petit doute sur est-ce que c'était vraiment un shoot, mais a priori, c'en était vraiment.
Donc, enfin, croire au Gawa, après, peut-être qu'ils disaient juste ça pour se mettre over, hein, j'en sais rien, mais voilà. Donc en 2000, on va perdre Hashimoto, qui est la plus grosse star au sein du roster. Donc Hashimoto va rester quand même quelques, quelques mois pour prendre de l'argent au sein de New Japan avant de créer Zero One. Et Hashimoto, pour montrer à quel point c'était une méga star, c'est lui qui main event quasiment tous les gros shows de New Japan depuis quelques années. Et il y a des chiffres qui sont dans une newsletter de Melzer. J'ai pas noté la date, mais je crois que c'est novembre 99 la newsletter en question. Et dedans, il y a des chiffres sur Hashimoto, sur le star power d'Hashimoto. Hashimoto a main eventé 10 shows à plus de 50 000 personnes. Donc c'est énorme. Chez WWE, c'est l'équivalent de 10 WrestleMania, hein, ou de 10 SummerSlam, parce que depuis quelques temps, ils font des SummerSlam et des Rumble à plus de 50 000 aussi. Donc voilà, paye un peu ton héritage un petit peu. Hashimoto a main eventé 7 shows à plus de 60 000 personnes, c'est un record. Et Hashimoto a main eventé 6 Tokyo Dome sold out. Et là aussi c'est un record. C'était des records à l'époque, et c'est toujours des records aujourd'hui. Parce que depuis, New Japan est plus capable de faire des shows à 60 000 personnes. Donc personne ne va prendre ce record, personne n'a pris ce record. Et aujourd'hui, New Japan n'est plus capable de faire un sold out au Tokyo Dome. Parce que le Tokyo Dome rempli, c'est 60 000 personnes, hein. C'est pas 40 000 comme ces 15 dernières années. New Japan, ils n'arrivent pas à dépasser. Je crois que le record, c'est 43 000 ou 44 000, je sais plus, sur les 15 dernières années. Donc, 7 shows à plus de 60 000 personnes et 6 Tokyo Dome remplis, c'est des records qui risquent de rester très très longtemps pour Hashimoto. Donc, c'est pour montrer un petit peu à quel point Hashimoto avait. Alors, il a profité aussi du fait que New Japan était méga over, hein. Il n'a pas rempli le Tokyo Dome à lui tout seul, hein. Il y avait toute une espèce d'émulation, voilà. Tout au fil des années, il y avait crossover avec UWFI, il y a eu War, il y a eu Onita qui est venu au moins 2 fois. Une fois en main event, une fois en opener contre Shono. Est-ce que Onita est revenu après? Je crois pas. Bref. À l'été 2000, il y a Noah qui se crée. Et donc on a All Japan Pro Wrestling qui est aux fraises. Il n'y a plus personne dans le roster, et ils sont 3. Il y a Tenryu qui va fermer sa compagnie War, et ils vont tous aller remplir le roster All Japan. Sur une grosse partie d'antenne, fin 2000, enfin deuxième moitié à partir de l'été, à partir où Noah est créé et donc il n'y a plus personne chez All Japan, il va y avoir une feud chez All Japan et chez New Japan, enfin des matchs chez All Japan et chez New Japan, qui vont consister à All Japan Pro Wrestling contre Team 2000, donc la fameuse truc stable de Chono. En 2000, puisqu'il commence à y avoir beaucoup moins de star power chez les poids lourds, parce que Inoki n'est plus là, Fujinami n'est plus là, Tenryu il est plus là, et Hashimoto c'est confirmé, il est sur la fin, sur la sortie. On essaye de mettre des junior heavyweight, on prend les junior heavyweight les plus over et on les met chez les poids lourds, à savoir Liger et Onita, et Otani pardon, pas Onita. Mais comme on va mal les booker, ça va pas prendre, hein. Donc forcément, il n'y a qu'à voir leur traitement dans le climax de cette année-là. C'est le premier climax où il y a plus que 2 poules, il y en a 4 de mémoire, il y a 5 mecs par poule. Et il n'y en a aucun qui va finir dans les 2 premiers de sa poule. Pour ne serait-ce que donner l'illusion que les mecs ils passent chez les poids lourds et ils sont valables chez les poids lourds. Non. Ils vont pas prendre que des tôles, mais bon. Tu vas pas forcément les mettre énormément en avant. La chose à voir à la fin de l'année 2000, c'est le 10 octobre, c'est Kensuke Sasaki qui est champion IWGP qui va affronter Toshiaki Kawada. Dream match. Et là, truc, pensez pas voir, hein, victoire de Kawada. Hein. Moi je pense que je m'y serais pas attendu. Mais victoire de Kawada. Sasaki derrière, qui est le numéro 1 New Japan, parce que voilà, il est champion IWGP poids lourd, il va dire, il va rendre le titre vacant. Parce qu'il se dit, moi si je suis champion
de ma compagnie, bah, je peux pas me permettre de perdre. Si je perds, en plus contre quelqu'un d'extérieur, je mérite pas d'être champion. Mais je mérite pas d'être le visage de la compagnie. Donc je rends le titre vacant. Et basta. Et derrière, New Japan va faire un tournoi au 4 janvier de l'année suivante, enfin 2 mois plus tard, pour faire couronner un nouveau champion. Il y aura la revanche. Sasaki contre Kawada. Et cette fois, Sasaki prendra la revanche et récupérera son titre. C'est le début des Inoki Bombaye en 2000. Donc ça va être un petit peu important. Crossover entre New Japan et Pride. Voilà. 2001. 2001. C'est le début de l'exposition du Pride chez New Japan. Et pour avoir revu beaucoup de shows, en vrai, c'est pas immense. C'est pas immense la part d'antenne que les mecs ont. Début 2000. Il y a surtout une année où les mecs ils vont être énormément présents, c'est 2003. Et on verra ensuite au niveau des chiffres ce que ça donne. Mais à partir de 2001, ça commence. Enfin, il y a déjà Don Fry qui est là depuis plusieurs années. Et voilà, il y a des mecs qui passent des têtes, etc. Mais en 2001, c'est là que ça a commencé à partir en couille. Parce que, notamment en termes de booking, pour la ceinture WGP, Kazuyuki Fujita va devenir champion IWGP. Alors, c'est un mec qui a jamais fait grand chose jusque-là. Il va être champion 6 ou 7 mois. Donc, pendant plus de la moitié de l'année 2001. Donc, voilà. Et on verra après en chiffres ce que ça a donné tout ce booking. Et c'est vraiment le booking qui a mis à mal New Japan. En 2002, New Japan, ça va pas s'arranger parce qu'ils vont perdre Keiji Muto, qui est la plus grosse star du roster depuis 1 an et demi et le départ d'Hashimoto. Ils vont perdre Satoshi Kojima, qui est l'un des gars de la nouvelle génération. Parce qu'il y a les 3 mousquetaires, les Muto, Hashimoto, Chono. New Japan en a perdu 2. Et sur la nouvelle génération, après les mousquetaires, ils sont 4. Là, ils en perdent 1. Donc ça va commencer à sentir mauvais. Bon, il n'y a pas que les deux là qui vont partir, il y a d'autres mecs, mais bon, assez anecdotique dans la hiérarchie du roster. Et chose incroyable. Merde. Riki Choshu, qui est booker en chef, à ce moment-là, bon, ça fait quasiment 10 ans qu'il est booker. Mais le blâme va être mis par Inoki sur Choshu en conférence de presse, donc devant tout le monde. Il va dire que c'est la faute de Choshu, si Muto, Kojima, s'il y a une fuite des talents New Japan. Il va dire que c'est la faute de Choshu. Et après, on peut se dire que tout le monde, tous les fans de New Japan ne regardent pas les conférences de presse. Il y a des fans un petit peu casual ou lambda qui s'intéressent pas forcément aux coulisses et tout. Mais ce moment de la conférence de presse, c'est un truc qui va être cuté et qui va être mis dans le show télé New Japan pour exposer Choshu. Et d'ailleurs, Choshu, il va être viré. Je sais pas si on se rend compte du truc. C'est comme si Tony Khan il avait fait ça avec CM Punk. Bon, a priori, CM Punk il a sa part de responsabilité. Voilà, chacun interprète ça comme il veut. Mais CM Punk, c'est parce qu'il était aussi actif. Il était pas, c'était pas un mec qui devait gérer le roster. Imaginez CM Punk, il était moitié, moitié, plus que ça, 3 quarts à la retraite, même plus. Et il avait un rôle backstage, un peu de booker et de talent, relation des talents et tout ça, tout ça. Des mecs se barrent de All Elite, parce qu'ils en ont marre de lui ou pas, hein. Mais il y a des mecs qui se barrent. Tony Khan il dit CM Punk, c'est de ta faute, à cause du booking, à cause de ta mauvaise. De tes mauvaises compétences en ordre de relation, que ce soit vrai ou pas, hein. Mais le mec défonce clairement son booker en chef en conférence de presse. Donc on peut se dire, ok, les smart, plus ou moins les mecs qui suivent la compagnie au truc au quotidien vont être au courant du truc. Mais les mecs qui regardent juste le produit télé à la télé, pour le coup, ils sont pas forcément au courant de ce qui s'est passé. Et là, Tony Khan, c'est comme s'il avait décidé de cutter sa conférence de presse où il défonce CM Punk.
Et il le met dans son show télé, Dynamite. Tranquille, il y a les matchs, tout ça, il y a les segments backstage et tout. Et à un moment donné, boum, il y a le segment truc qui passe. Hop, j'ai viré CM Punk parce que si, ça. Que ce soit vrai ou pas, hein. Que voilà, il s'entend pas avec les talents, nanani, nanana, et des mecs sont allés à cause de lui, nanana. Donc voilà, j'ai pris la décision, le mec il est viré. Voilà. C'était lunaire, hein, comme truc. Donc Shoshu il va partir. Il va former la Fighting of World Japan Pro Wrestling. Donc ça peut-être qu'on en parlera un jour sur la chaîne parce que ça aussi, en termes de gestion folklorique, c'est lunaire. Ça peut durer longtemps, je crois que ça dure un an. Peut-être un peu plus, un an et demi, je sais plus. Faudrait que je vérifie, mais ça c'était bien, hein. On en parlera un jour. On en parlera un jour. Bref. Donc là, on est tout début 2002. 2002 toujours. Le fameux Fujita, champion IWGP. Voilà. Alors Fujita, pourquoi on lui a donné le titre? Voilà. On va mettre les choses dans l'ordre. L'année d'avant, 2001. On met le titre à Fujita, parce que Fujita, à ce moment-là, où il prend le titre, il est à 4 victoires, 1 défaite chez Pride. Donc Inoki, qui commence à mettre en place les Bombayés, et qui veut mettre encore plus qu'avant le focus sur les mecs legit. Et là, il y a une organisation qui est legit. Donc le Pride, il y a aussi le K1 et tout ça, nani. Donc il se dit, attends, il y a des mecs qui font entre guillemets le travail pour moi de mettre des gars en mode legit. Que, bah, il y en a un, il est chez moi en plus, Fujita, il a 4-1. Ben, je vais lui mettre la ceinture sur lui, forcément. Parce que le gars, il est over. Enfin, il est over. Enfin, oui, il est over chez Pride, parce qu'en plus, le gars, il est japonais, mais bon, c'est pas le plus gros star du Pride, hein, loin de là. Hein. Même si Fujita, il avait quand même des belles pop. Donc le mec, il est crédible chez Pride, même s'il n'a pas affronté que des tueurs. Hein. Donc forcément, Inoki s'est dit, bah, si je le mets champion chez moi, pourquoi ça marcherait pas? Il est catcheur, les fans de catch, bah, ils le connaissent, et puis le gars, il peut ramener des spectateurs du Pride, qui s'est dit, bah, ça va marcher. Ouais, bah, ça va pas marcher du tout. Et du coup, Fujita, bah, il va rendre le titre vacant au 4 janvier 2002. Et donc, le 4 janvier 2002, bah, il n'y a plus de champion. Le main event, c'est Yuji Nagata contre. Merde, comment il s'appelle Jun Akiyama de Noah. Et donc, les champions potentiels, bah, pour remplacer ton projet Fujita, MMA, tout ça, là, machin, bah, t'as plusieurs options. Qu'est-ce qui te reste comme grosse star dans le roster? Il te reste Kensuke Sasaki, qui est toujours là. Il te reste Masahiro Chono, qui est toujours là, qui est tout cassé, mais qui est toujours là. Et il te resterait Takayama. Takayama, voilà. Il combat dans les arts martiaux, c'est pas le meilleur, loin de là, mais il a une notoriété. Il a été catché chez All Japan, il a catché chez Noah. C'est un très grand gabarit, donc il en impose. Il y a du star power. Bon. Après, éventuellement, tu peux te dire, on va tenter la nouvelle génération. La nouvelle génération, il n'y a plus. Il n'y a plus Kojima, mais il te reste Tenzan, il te reste Nagata, il te reste Nakanishi. Donc, tu peux même aller sur Scott Norton. Scott Norton, je crois qu'il a récupéré le titre en 2001 aussi. Ou 2000? Non, 2001. 2001. Mais Norton, il est peut-être plus là, je sais plus. Bref, Scott Norton, on se trouve. Donc, il t'a 6, voire 7 options. Pas tous crédibles, hein. Parce que bon, les petits jeunes, voilà. Mais, bon, tu te dis, bah, on va mettre le titre sur Sasaki. Bah, Inoki va mettre le titre sur qui? Bah, il va mettre le titre sur Tadao Yasuda, mon con. Tu sais qui c'est Tadao Yasuda? C'est pas qui c'est, hein? Bah, c'est normal, parce que personne connaît Tadao Yasuda. Tadao Yasuda, je crois qu'il débarque vers 93 ou 94, un truc comme ça. C'est un mid-carder de chez mid-carder. Il a jamais rien fait de sa carrière. Parce qu'à un moment donné, le mec qui va faire que du tag, ça va être un jobber de chez jobber. Parce qu'à la fin des années 90, quand la nouvelle génération elle commence à être mise au pouvoir, les Tenzan, les Kojima,
les Nakanishi, ils vont lui rouler dessus à Yasuda. Ils vont lui rouler dessus, littéralement. Donc le mec, c'est un mid-quart d'heure depuis 5-6 ans. Tu pourrais te dire, bah, à un moment donné, il va peut-être finir par progresser. Il y a la nouvelle génération qui arrive, elle lui passe dessus direct. Donc le mec, dans la hiérarchie, c'est personne. Alors, pour prendre un exemple, le mec, déjà, sur ses 3-4 premières années, il fait aucun climax. Donc déjà, ça montre un peu la non-considération pour ce gars-là en termes de catcheur solo. 97, c'est sa première participation. 97, c'est le tournoi que Sasaki gagne en format élimination directe, machin, tout ça. Il perd au premier tour contre Tenzan. Donc il gagne même pas un match. Donc Tenzan, nouvelle génération. Donc c'est pour montrer déjà la considération sur Yasuda. 98, il gagne. 98, c'est un format aussi à élimination. Il gagne son premier tour contre Big Titan. Bon, Big Titan, pas de quoi sauter au plafond. Derrière, il perd direct en quart de finale contre Kojima. Nouvelle génération là aussi. 99. Bon, c'est un bloc, retour au bloc. Et il y a 6 participants. 6 participants, j'ai pas noté les noms. À sa décharge, il y a quasiment que des tueurs dans son bloc. Ok. Mais il fait 0 points. C'est même pas genre il crade une victoire par chance ou par fatigue en dernière journée. Non, même pas. 0. Il se fait allumer par tout le monde. En 2000, c'est le fameux tournoi avec 4 blocs, où il y a Liger, Otani, tout ça. Enfin, les juniors. Et là, il fait 2 points. Il fait 2 points à sa décharge. Bon, ils sont 5 par bloc. Donc il a 4 adversaires. Et la victoire est à 1 point. Donc il perd 2 matchs. Il gagne 2 matchs. Il perd 3 matchs, pardon. Bah non, ils sont 5. Donc il en gagne 2, il perd 2, je crois. Ça doit être ça. Donc il perd contre les 2 mecs qui finissent devant lui. Il finit 3ème. Et il bat les 2 qui sont derrière lui. Donc le mec, zéro considération. Hein. 97, 98, 99, 2000. En 4 éditions, il a gagné 2 matchs. Il a gagné 3 matchs, pardon. Y a pas de quoi sauter au plafond. Hein. C'est pas un projet, hein, Yasuda. Hein. Que dalle. Hein. Donc là, on est en 2000. En 2001, un an plus tard, il a un record. Il a commencé le MMA. Il a un record dans MMA. Alors, je sais pas si c'est. J'ai pas noté si c'est Pride, si c'est le K1, si c'est une autre organisation, je sais pas. J'ai pas regardé. En 2001, en arrivant au climax, il a un record de 1-0. 1-0 en MMA. Donc bloc à 6, encore une fois. 6 participants par bloc. Il finit 2ème de son bloc. Direct. Inoki s'est dit, lui, il a une victoire MMA. Main eventer, direct. Il finit 2ème de son bloc. Derrière Nagata. Derrière Nagata qui va gagner le tournoi. Donc en 2001, sur le climax, il y a Muto qui revient. Keiji Muto, il vient. Donc, Muto, il s'est barré en. Mais non, en 2001, il est encore là, je suis con. 2001, Muto, il est encore là. Donc, Yasuda, il finit 2ème de son bloc. Donc, il y a 2 blocs. Les 2 premiers se qualifient. Donc, qualification, on croise les demi-finales. Donc, Yasuda qui finit 2ème affronte Muto qui a fini premier de son bloc. Bon, Yasuda, il perd contre Muto. Il perd en demi-finale contre Muto. Donc, en gros, il a 2 défaites dans. Enfin, il y a 2 mecs qui sont mieux classés que lui dans le tournoi. C'est Muto. Bon, Muto, légende. Hein. Le mec, ça fait 10 ans il est là. Il a tout gagné. Et Nagata, qui va gagner le climax. Donc, bon, sur le papier, il n'y a rien d'infamant à perdre contre Keiji Muto et quand tu dis Nagata, qui va gagner le tournoi. Nagata, poussé à fond. Mais le problème, donc là on est à l'été 2001, le 31 décembre 2001, ou le 30 décembre, je sais jamais si les Bombayés c'est 30 ou 31 décembre, je sais jamais. On va dire 31, je suis pas sûr mais on va dire 31. Le 31 décembre du coup, Yasuda, projet hein, MMA, et Nagata, projet New Japan. Et bien le même soir, Nagata, il va prendre une raclée contre Mirko Crocop. Et Yasuda, pour nous, sur la même carte, c'est pas compliqué pour nous français, parce que Yasuda, il bat Jérôme Le Banner. Donc pour nous, c'est facile à retenir. Et donc, 4 ou 5 jours plus tard, au 4 janvier 2002,
et bien Fujita, qui est blessé au talon d'Achille, il rend le titre vacant. Et donc, sur les 6 mois précédents, même plus, Yuji Nagata, c'est le projet. C'est le gars de la nouvelle génération qu'on met en avant. Mais ce con, il a perdu contre Mirko Cro Cop. Donc on se dit, on va peut-être pas lui donner le titre. Pourquoi on le donnerait pas à Yasuda, le titre? Ce Yasuda, à ce moment-là, au bon maillet, il a une victoire et une défaite en MMA. Il a pris une défaite. Mais vu qu'il bat Jérôme Le Banner, il passe à 2-1 dans son record. Donc Inoki s'est dit, bah écoute, on a Sasaki, on a Chono, on a envie de pousser Nagata, mais on va mettre le titre sur Yasuda. Ce qui fait aucun sens, tu vois. D'autant qu'ils font un tournoi pour déterminer un nouveau champion. Yasuda est élu nouveau champion. Donc on doit être en février 2002, un truc comme ça. Février-mars. Il va garder... Donc pendant le tournoi, en plus, il bat qui en finale? Il bat Yuji Nagata. Donc vraiment, Nagata, il est bouqué, mais comme le cul. Hein. Il bat Nagata dans la finale de ce tournoi. Il y a le rematch 1 mois et demi après, à tout casser. 1 mois et demi après, moins de 2 mois plus tard, c'est sûr. Et Nagata, il va battre Yasuda pour devenir champion IWGP. Donc quel était l'intérêt de mettre le titre sur Yasuda que personne connaît? On va pas se mentir. Ok, il a pris une victoire, peut-être chez Pride, je sais pas chez qui il a gagné son combat de MMA, mais voilà. Il a une victoire, une défaite, plus une victoire au bon maillet, donc ça fait 2-1 contre Jérôme Le Banner. 1 mois plus tard, tu lui files le titre à IWGP à ce gars-là. Ben non. Non. Ok, Nagata, il a pris une branlée contre Crocop. Et tu fais un tournoi, tu commences à passer de quart de finale, tu fais une route de l'enfer à Nagata, mais c'est Nagata qui gagne le titre à la fin. Ça sert à rien de faire un tournoi, de mettre ton projet en finale, de le faire perdre contre Yasuda. Donc à mes yeux, hein, tu décrédibilises Nagata. Et puis après, 1 mois et demi après, enfin j'ai dit 2 fois après, bon bref, et 1 mois et demi plus tard, tu refais le match pour donner le titre à Nagata. Et je crois que Yasuda, il a pas de défense. Hein. Peut-être s'il en a une. Et Grand Max, il a une défense. Et s'il a une défense, je veux bien voir la gueule de la défense. Mais Yasuda, il n'est pas crédible en tant que champion. Il n'a rien donné en termes de légitimité à la ceinture. Il a un record positif en MMA. Très bien, la belle affaire. Mais si Nagata, il avait pris le titre qui était vacant, ça changeait rien que Nagata prenne le titre vacant à entre guillemets personne plutôt que le titre à Yasuda. Yasuda, c'est pas le gros nom par excellence, tu vois. Encore, tu le donnes à Sasaki. Muto, il part début 2002. Donc tu peux pas lui mettre dessus. Mais tu ramènes un mec, je sais pas, t'appelles Kawada pour faire une pige ou Tenryu ou je sais pas. Mais Yasuda, ça n'a aucun sens. Mettre un mec crédible, tu mets Takayama. Takayama, bon, il prend des branlées aussi, hein. Mais il doit avoir un record négatif de toute façon, Takayama. Mais il en impose, tu vois. Et il est compétent dans un ring de catch. C'est pas Yasuda qui est là depuis peut-être pas 10 ans, mais Takayama, il a dû commencer en quelle année Takayama? 97 ou 98 le catch. Il a une carrière 2 fois plus courte que Yasuda, mais il a, je sais pas, 20 fois plus d'accomplissement, quoi. C'est ridicule. Donc ça participe au fait que le booking général de New Japan, déjà, ils perdent des stars. On est début 2000, les 3 légendes des années 80, Inoki, Fujinami, Tenryu et Shoshu, pardon, elles sont plus là. Durant les années 90, tu t'es appuyé sur la nouvelle génération, les 3 mousquetaires. Hashimoto, il est plus là. Muto, il est plus là. Chono, il est là, mais il est tout cassé. Les Junior Heavyweight, on va pas en parler parce qu'ils ont jamais été mis comme les grosses stars de la compagnie. Ça n'a jamais ramené
Je pense que les juniors n'ont jamais ramené ne serait-ce que la moitié du pognon que les poids lourds ont rapporté, tellement les poids lourds, ils étaient beaucoup plus forts en termes de star power et de draw power, quoi. Et après, la nouvelle génération, je cherchais un mot pour les quatre, mais je crois qu'il n'y a pas de nom. Mais les Nagata, Kojima, Tenzan, Nakanishi, bon, en termes de star power, c'est beaucoup moins fort, quoi. Donc il te reste personne dans ton roster. Donc déjà, t'as personne. Enfin, il y a Sasaki qui est encore là, mais il va s'en aller fin 2002. Mais à ce moment-là, tu le sais pas, parce qu'on est début d'année, 2002. Bah, tu dois aller à fond sur Sasaki, c'est ta plus grosse star. Je comprends pas pourquoi tu vas pas sur lui, quoi. Voilà, je comprends pas. Je comprends pas. Et donc, ça va participer au fait que New Japan, ça va se casser la gueule, quoi. Et après, par contre, quand ils vont aller avec Nagata, ils vont y aller à fond, hein. Nagata, il va prendre le titre, il va être champion pendant 392 jours, donc plus d'un an. Et Nagata, c'était le package parfait, hein. Le mec, il mettait des kicks à la Hashimoto, il était charismatique, bon grappleur, il balançait des souplexes partout. Nagata, c'est le plus compétent de la nouvelle génération des 4 que j'ai cités. Bon, après, Kojima, il est parti, donc en fait, tu peux pas mettre le titre sur lui. Mais bon, voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Euh, Donc Nagata, ils vont lui filer le troisième plus long règne de l'histoire de New Japan. Je parlais au début de vidéo de Hashimoto et son méga gros règne de 489 jours que va interrompre Sasaki. Après, il va y avoir Muto qui va avoir un règne de 400 jours. Et après, il va y avoir Nagata avec 392. Donc, il fait quasiment aussi bien que Muto. Par contre, Nagata, sur son règne, il va faire plus de défense que Keiji Muto et que Shinya Hashimoto. Il va en faire 10. Et c'est le règne de Nagata, c'est un des règnes les plus historiques, hein. Parce que encore aujourd'hui, il a le cinquième plus long règne. Et au 21e siècle, il a le troisième plus long règne. Il n'y a que Hiroshi Tanahashi qui va le battre en faisant un truc du genre 410 jours, plus très sûr, un truc comme ça. Et il va faire une défense de plus. Voilà. Et après, il y a Okada qui va faire genre 700 jours. Un truc, ou 700. 710, 720, je sais plus. 700 jours, on va dire. Par contre, il va faire que 12 défenses. Voilà, le mec, il va faire quasiment un an de règne de plus pour 2 défenses en plus. Après, bon, des grosses défenses, hein, Okada, je dis pas, hein. Mais voilà. Donc voilà pour l'année 2002. Un booking pas des plus emballants. D'ailleurs, Nagata, l'année suivante, en 2003, il va paumer le titre contre Takayama, hein, qui va quand même être un gros projet. Takayama, ils vont lui mettre le titre NWF aussi. Enfin, Inoki veut lui mettre le titre NWF, qui était la ceinture d'Inoki, hein. J'en ai parlé dans une vidéo aussi quand je faisais l'histoire du New Japan. Inoki, je crois que sur l'existence du règne, enfin du titre, pardon, au sein de New Japan, je crois qu'il est champion genre 85 ou 90% du temps. C'est lunaire. Il y a juste Tanansen, je crois, qui lui prend le titre. Et c'est tout. Donc Takayama va même être double champion, hein, carrément. Il va perdre le titre IWGP contre Tenzan à la fin de l'année 2003. Et au 4 janvier. Fin de l'année 2003, ça doit être en octobre. En novembre, le mois suivant, ou en décembre, je sais plus, Tenzan il perd le titre contre Nakamura, qui a lui aussi un record positif en MMA de 2 victoires et une défaite. Et on fait un match, on culmine à un combat champion contre champion le 4 janvier 2004, du coup, entre Nakamura, champion WGP, et Takayama, champion WF. On n'unifie pas les titres, c'est ceinture contre ceinture. Nakamura prend le titre et gagne tout. Et Nakamura rend le titre NWF vacant, ça aura duré qu'une année le championnat NWF. 4 janvier 2003, 4 janvier 2004. Parce que Nakamura, voilà, on veut l'imposer comme le mec numéro 1 et il dit je veux me concentrer à 100% sur le titre IWGP. Mais Nakamura, il va se blesser pendant le combat. Je sais plus. Je crois qu'il se blesse à l'épaule. Je suis plus sûr, mais il se blesse quelque part. Et donc il rend le titre vacant en 2000. Enfin, juste après. 2000, enfin, là, on est en 2004.
En 2004, c'est l'arrivée de Bob Sapp, le fameux, qui n'est pas le plus mauvais champion hein, pour moi, enfin, ou le champion le moins incompréhensible. Pour moi, Yasuda, c'est 10 fois pire que Bob Sapp. Et encore, Bob Sapp, moi je comprends. Hein. Si on est en 2004, et quand on regarde notamment Dave Meltzer en 2002 et 2003, Bob Sapp, c'est son box-office draw. C'est le mec qui a généré le plus d'argent au box-office en 2002 et en 2003 sur les 2 dernières années. Donc, et 2002-2003, New Japan, ça commence à partir un peu hein, en couille. Donc, tu comprends que Inoki se dise, bah, dans ce cas-là, il génère un pognon monstre, bah, je vais lui mettre la ceinture sur lui. Parce qu'en plus, tu vois le physique, le mec, c'était Godzilla, c'était n'importe quoi. Et le mec, il était partout au Japon. Il y a un nombre de publicités autour de Bob Sapp, mais c'est un délire, quoi. Je pense que vous allez sur YouTube, je pense qu'on peut retrouver, mais encore des dizaines et des dizaines. C'était nimp, le mec, il était partout. Des produits dérivés, Bob Sapp et tout. C'était incroyable. Alors après, il va être champion, je crois, 2 mois et demi. 2 mois et demi, et je crois qu'il. Je suis même pas sûr qu'il ait une défense, Bob Sapp. Si, il doit en avoir une. Il doit avoir une défense. Voilà, donc Nakamura, je disais 2004, il va rendre le titre vacant. On va faire une finale. On va refaire un tournoi, forcément, on va faire une finale Tenzan Tenryu. Tenzan, il va battre la légende Tenryu pour lui donner un deuxième règne, parce que c'est lui qui a pris le titre avant de le donner à Nakamura. Donc on remet le titre sur Tenzan. Pour que Tenzan, il le perde contre Sasaki. Sasaki qui était parti et qui revient un peu en freelance de temps en temps. Sasaki, il fait de la pure transition. Il est champion 2 semaines. Il donne le titre à Bob Sapp. Donc là, j'ai noté ça. On est le 28 mars 2004. Bob Sapp prend le titre. 2 mois plus tard, le 22 mai. Alors là, je crois que c'est au K1. J'ai pas noté. Mais Bob Sapp, il affronte Fujita de New Japan. Et Fujita va battre Bob Sapp dans un combat legit. Donc là, je pense que personne s'y attendait. Hein. Clairement. Parce que Bob Sapp, bon, il était plus invaincu, je crois. Je crois qu'il était déjà plus invaincu à ce moment-là, mais il avait un record largement positif. Il a 11-4 à ce moment-là. 11 victoires, 4 défaites. Toute organisation confondue. Donc méga grosse star. Et là, je comprends pas. Parce qu'il perd contre Fujita le 22 mai. Donc là, t'es New Japan. Tu peux faire un pognon monstre. T'as mis ta ceinture sur Fujita, sur Bob Sapp, qui est une machine à pognon dingue. Je pense que dans le monde, c'est le numéro 1 à contester. Là, on est en 2004. Steve Austin, il est plus là. The Rock, il est plus là. Bon, au Mexique, je sais pas comment ça marche. Hogan, il est plus là. Il y a d'ailleurs eu un Hogan Chono en 2003 chez New Japan. Bon, c'était nul. Bon. Ça étonne qui qu'en 2000, que le Hogan de version 2003 contre le Chono version 2003 soit nul. Ça surprend personne. Donc en 2004, Bob Sapp, la machine à pognon par excellence dans le divertissement sportif, contre Fujita, qui est un gars de chez toi. Donc tu te dis, putain, le mec il a notre ceinture, il perd contre un gars qui est de chez nous. Ben on va faire monter ça et on va faire la revanche chez nous. En plus, vu que c'est chez nous, ben, on peut worker le truc, on peut décider du champion. On peut en profiter pour soit ben, tu fais gagner Bob Sapp et t'égalises entre guillemets dans les confrontations directes, ou alors tu appuies le truc et tu fais en sorte que Fujita batte encore Bob Sapp. Ça fait 2-0 Fujita. Fujita en plus il prend la ceinture. C'est un gars de chez toi, c'est un vrai catcheur. Et tu mets une stature supplémentaire à Fujita. C'est ça qu'il fallait faire. Quitte à sortir beaucoup d'argent pour convaincre Bob Sapp. Bon, peut-être que Bob Sapp, en termes d'ego, bon, il a perdu un combat legit contre un mec. Il a peut-être pas envie de se coucher pour ce même mec. Même si bon, après c'est du catch, faut savoir mettre l'ego de côté. Mais non, pas du tout. Bob Sapp il rend le titre vacant genre 10 jours plus tard, tout début, donc là on est tout début juin, genre le 1er juin, le 2 juin, le 3 juin, je sais pas trop, 11 jours plus tard, il rend le titre vacant, le titre est officiellement rendu vacant. Et 2 jours plus tard, New Japan ils font un show, et Fujita il va battre Tanahashi, qui est un jeune
qui progresse, mais c'est un. En 2004, c'est plus un no-name Tanahashi, mais. Enfin, c'est pas un no-name, mais c'est pas un mec qui a d'accomplissement. Bah, Fujita, il va battre ce gars-là, ce petit jeune, pour redevenir champion de WGP. Voilà. À un moment donné. À un moment donné, moi, je peux essayer de comprendre hein, tout ce qu'on veut, hein, mais bah, je peux pas aider. Hein. J'ai pas parlé, mais en 2002 aussi, il y a China qui vient chez New Japan. Anecdotique as fuck. Hein. Ouais. Elle va venir, elle va faire des matchs tag, elle va affronter Chono, et basta. Voilà. Et voilà. Bob Sapp, c'est un peu la dernière tentative du MMA pour sauver New Japan. Ce que j'ai pas dit, mais en 2003, il y a beaucoup de cartes parmi les gros shows à 10 000 personnes ou plus. Il y a au moins 3 cartes dans l'année en 2003 où la moitié c'est des combats de MMA. Sur des cartes de 8 à 9 matchs, souvent la moitié, enfin au moins 3 fois c'est arrivé, la moitié c'est des combats de MMA. Des combats avec des règles du Pride, ouais, règles Pride, règles K1, règles arts martiaux mixtes, entre deux mecs qui sont en dehors de la compagnie, donc des vrais combattants, entre un mec qui est un vrai combattant et un mec de New Japan. Et vu que ça va prendre la moitié de la carte, ça va pas intéresser du tout les gens hein, sur les gros shows. Et donc là aussi, ça va participer à lasser les gens et à dire bah moi ça m'intéresse plus trop New Japan hein, en vrai. Hein. Et voilà. On finit avec 2004 pour montrer un peu les, 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 les incohérences de booking ou les décisions un petit peu incompréhensibles. 2005, il va y avoir Lesnar aussi qui va débarquer. C'est un peu le dernier projet de Inoki. Inoki le ramène, Inoki le signe. Mais Inoki 2005, c'est fini. 2005, il vend ses parts à Hughes et putain, il se casse. Son fils Simon va diriger un petit peu en 2005. Et après, quand Inoki va laisser ses parts, Simon va continuer un tout petit peu derrière. Et après, il va laisser la main à la nouvelle direction. Donc, voilà. Je vous montre maintenant le petit tableau que j'ai fait. Ouais, beaucoup de chiffres. Stabilisé quasiment tous les shows de l'année, à exception de certains shows un peu spéciaux, donc qui faussaient un petit peu les résultats. Donc j'ai retiré les shows qui mettaient en avant, entre guillemets, que les jeunes talents, donc les shows appelés New Generation, des shows un peu anniversaires spéciaux et tout ça. Donc en gros, par année de 97 à 2007, avec une année 98 incomplète en termes de chiffres. Donc bon, j'ai noté quelques... Enfin, j'ai pris en compte les shows que j'ai trouvé pour 98, mais il n'y a pas tous les shows de l'année, donc 98 c'est une année entre guillemets, entre parenthèses, enfin dans mes chiffres à moi. Et après j'ai classé tous les shows, j'ai calculé tout le nombre de shows qui réunissaient, donc par colonne, moins de 2000 personnes, 2 à 5000 personnes, 5 à 10 000 personnes, donc ces trois premières colonnes c'est ce que j'appelle les shows normaux, donc les shows qui sont un peu valeur de routine dans l'année, et les très gros shows, donc ils vont de 10 à 20 000 personnes, de 20 à 40 000 personnes et à plus de 40 000 personnes. Donc 97, grosse année pour New Japan, donc avec tout l'élan des années 90, avec la formation du partenariat, enfin, avec WCW, ça fait de longues années qu'il y a le partenariat, et là on est sur la fin. Mais il y a encore quelques lutteurs WCW qui viennent, des Randy Savage par exemple, des Steiner, des Sting, etc. La feud avec UWFI, la feud avec War, il y a Tsushi Onita qui passe à la fin des années 90 aussi, il y a tout le buzz avec les Junior Heavyweight qui révolutionne un peu la scène. Et donc on arrive à une année 97 où New Japan fait 42 shows dans l'année à moins de 2000 personnes, ce qui représente un tiers des shows dans l'année, c'est-à-dire 35%. 69 shows qui réunissent entre 2 et 5000 personnes, 9 shows qui réunissent entre 5 et 10 000 personnes, et après il y a des très gros shows dans l'année. Il y en a 8 qui sont entre 10 et 20 000, et il y en a 5
qui font plus de 40 000 personnes. C'est énorme. Et la moyenne de ces très 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 gros shows, des plus gros shows, ça fait 53 000 spectateurs. C'est énorme. Et ensuite, on passe à 98 et 99. Enfin, surtout 99, parce que 98, c'est pas complet. Et donc, plus les années passent, plus on voit que la propension des shows à moins de 2000 personnes, donc des tout petits shows, baisse au profit des shows moyens, donc les 2 à 5000. Donc le nombre de spectateurs moyens augmente. Donc forcément, ça, c'est un signe de bonne santé financière en termes de shows. Et les très 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 grosses affluences, ça bouge pas beaucoup. Donc forcément, à un moment donné, quand tu tapes des 55 000, 60 000, 62, 64 000 spectateurs, à un moment donné, tu plafonnes. Hein. Tu peux pas faire non plus 150 000, on va peut-être pas déconner. Et donc, chose à voir, le nombre de shows à moins de 2000 personnes va baisser au fur et à mesure des années. Et à noter, sur la première moitié du tableau, donc de 97 à 2001, le nombre de gros shows, donc de 10 000 à plus de 40 000 personnes, le minimum, c'est 9 gros shows dans l'année. Ça varie entre 9 et 13. Et à partir de 2002, on passe à 6 d'un coup. Parce qu'en 2002, c'est là où il y a la grosse rupture, où on voit que vraiment dans le roster il est devenu faible. Et à partir de 2003, on voit en 2003, il y a un rebond. Parce que c'est en 2003 surtout où on voit que dans les cartes, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mecs, enfin beaucoup de cartes, où les gars du Pride vont prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. Quoi. Donc on arrive à la fin des années 90 avec un produit qui est méga bouillant. Vraiment, les juniors heavyweight ils sont partout. On arrive sur la fin d'Inoki. Inoki, la fin c'est 99, mais 97-98 il apparaît de temps en temps. Il y a Fujinami et Shoshu qui sont encore là. On est toujours à fond sur les trois mousquetaires et notamment Shinya Hashimoto. Les junior heavyweight sont toujours méga forts. Le roster est encore méga fort. On invite toujours les Great Sasuke, les Ultimo Dragon et tout. Et il y a toujours les partenariats avec Tenryu qui passe des têtes de temps en temps. Onita arrive à la fin des années 90 pour faire des très gros Tokyo Dome et tout ça. Et après, c'est là que le inokisme va un petit peu ravager entre guillemets le roster. Entre guillemets, hein. Mais aussi, y a des mecs qui vont partir. Parce que la génération des légendes, donc les Inoki, les Fujinami, les Shoshu, c'était dans l'ordre des choses qui finissent par s'en aller. Et à la fin des années 90, ça sonne le glas pour ces mecs-là qui vont quitter le roster. Donc tu vas t'appuyer sur tes top stars des années 90, des mecs qui sont à la fleur de l'âge, donc les trois mousquetaires. Shinya Hashimoto, donc on a vu les chiffres tout à l'heure avec tous les records qu'il a, Keiji Muto, Masahiro Chono, les grosses stars. Ces mecs-là, plus Sasaki. Pendant que tu t'appuies sur cette génération-là, tu dois préparer la suite. Et la suite, pour New Japan, ça va être moins fort en termes de star power. Ça va être les 4 dont je parlais tout à l'heure, ça va être Hiroyoshi Tenzan, ça va être Satoshi Kojima, ça va être Yuji Nagata, ça va être Manabu Nakanishi, qui sont des bons lutteurs, hein, je dis pas. Surtout Nagata, plus que les autres. Mais c'est beaucoup moins star power que la génération des trois mousquetaires ou que les trois légendes d'avant. Donc forcément, les chiffres, ils allaient baisser. C'était inéluctable. Par contre, en plus, le fait que Inoki, à partir de 2000, il va mettre en avant les mecs legit de plus en plus, ça va pas se voir tout de suite, parce qu'en 2000 et 2001, enfin 2000, ça va pas trop se voir par rapport à 99. Les chiffres sont sensiblement les mêmes. En 2001, c'est la première année où à la fois, c'est la première année entière que tu vas devoir faire sans Shinya Hashimoto, qui est ta plus grande, ton plus gros draw, tout simplement. Et c'est la première année où tu vas avoir, c'est la première année entière où tu vas avoir la concurrence de la Noah. Et même si ça va pas beaucoup se voir sur les shows lambda de toute l'année, donc ceux qui sont à moins de 10 000 personnes, quand tu vas devoir faire tes grosses cartes, et que tu n'as plus tes trois grosses légendes, et que tu n'as plus Shinya Hashimoto, et les shows à plus de 40 000 personnes, tu vas plus pouvoir en faire que deux.
Et donc, tu vas devoir compenser par des shows un petit peu plus petits, qui font quand même de 20 à 40 000. Mais bah déjà, c'est un premier indicateur. Ensuite, l'année suivante, en 2002, je rappelle qu'en 2002, tu perds Keiji Muto et tu perds en... et tu as Fujita aussi. Fujita champion en 2001. Bon, ça n'a pas énormément d'impact sur l'année lambda, hein, sur les choix à moins de 10 000. À partir de 2002, tu perds Keiji Muto, tu perds Kojima. Donc Kojima, c'est un mec qui était censé prendre la relève. Tu vires Shoshu, tu mets le titre, enfin tu fais la connerie de mettre le titre sur Yasuda. Bon, ça dure qu'un mois et demi, mais tu montres que tu fais pas forcément confiance à Nagata et ensuite tu mets le titre sur Nagata. C'est un peu bizarre comme manière de faire. C'est une année où tu vas ramener China et les fans du Japan vont pas être spécialement ravis de voir China parce que tu passes ton temps à mettre en avant que le fait que le catch c'est sérieux, c'est legit et tout, et tu ramènes une femme pour compete avec des hommes, c'est pas forcément un move très intéressant. Et donc dès 2002, eh ben, tu te rends compte que ton roster, il craint. Il n'y a plus Inoki, il n'y a plus Fujinami, il n'y a plus Shoshu, il n'y a plus Hashimoto, il n'y a plus Muto. La division de Junior Heavyweight, elle est quasiment morte. Liger, il est passé chez les poids lourds, mais t'en fais rien. Otani, il s'est barré. Ogawa, qui devait être la méga grosse star, crossover, MMA, tout ça, machin, il s'est barré avec Hashimoto. Enfin, il s'est barré un petit peu après, mais il est parti rejoindre Hashimoto. Chono, il est cassé de partout, on peut plus assurer des main events. Donc t'es obligé de balancer un peu à la va-vite la nouvelle génération. Et 2002, les petits shows, donc moins de 2000 personnes, de 2001 à 2002, ils doublent. Ça représentait 22% de ta routine de l'année, bah, tu passes à 45%. C'est énorme. Et là, sur les gros shows de plus de 10 000 personnes, d'un seul coup, là où tu étais à minimum à 9 avant, bah là tu passes à 6. Tu fais moins 50%. Donc sur les très grosses cartes, tu vas assurer parce que tu vas faire très peu de très très gros shows, mais tu vas envoyer tout ce que tu as en termes de cartes. Tu vas faire tu vas faire la meilleure carte possible. Et après en 2003, ce que New Japan et Inoki vont faire pour essayer de relancer un peu la machine, c'est ramener plein de gars du Pride. Le Pride, le K1, c'est surtout à partir de 2003 que les mecs sont là. Et ils prennent une énorme importance sur les cartes. Donc tu vas continuer à faire tes gros shows à plus de 40 000 personnes. Tu vas continuer à en faire 3, à rester à une moyenne de plus de 50 000. Mais après, les shows entre 20 et 40 000, bah, tu vas pas en faire. Parce que tu n'es pas capable d'en faire. Et tu vas plafonner. Et tu vas faire 8 shows entre 10 et 20 000 personnes. Et sur ces cartes-là, il y en a sur les shows à plus de 10 000 personnes en 2003, il y a au moins 4 shows. Au moins 4 shows. Où la moitié de la carte, c'est des matchs spéciaux, MMA, des règles mixtes, K1 Special, avec des mecs, deux combattants en dehors du New Japan qui viennent s'affronter sur ring de New Japan. Ça va pas intéresser ton public. Un combattant legit en dehors du New Japan qui vient combattre chez New Japan contre un gars de New Japan, et bien souvent le gars de New Japan il va se prendre une tolle. Si c'est pas worké, il prend une tolle, mais ça va pas intéresser les gens. Si c'est worké, bah, ça va faire un match faible, parce que le mec qui est pas de chez New Japan, bah, c'est pas un catcheur. Et le mec il est pas entraîné spécialement pour faire un match de catch. Et le mec ils vont faire des matchs nuls. Enfin, les matchs vont être nuls. Et donc à partir de 2004, bah, tu vas essayer de continuer sur cette lancée, mais les shows, euh, le nombre de shows à moins de 2000 personnes, ça va continuer à grimper. Et en 2003, ça atteignait la moitié de tes shows de l'année, de ton train-train quotidien. Et à partir de 2004, ça représente plus de la moitié. Plus de la moitié. Et tes gros shows, tes très 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 gros shows, à 40 000 et plus, pour la première fois de mon tableau, bah, tu passes à moins de 50 000. Et c'est pas genre que tu arrives à une moyenne, tu arrives à limiter la casse à 48 ou à 47 000. Non, tu chutes 43 000. Ça baisse. Et ça baisse vite. Parce que dès l'année suivante, d'ailleurs, tu passes en dessous des 40 000. Mon tableau, il est pas bon. Parce qu'en 2005, il n'y a pas de show qui fait plus de 40 000. J'ai mis 1, mais la moyenne, elle est à 39 700. Donc la moyenne d'un show à 39 700, bah, c'est pas 40 000. Donc en fait, c'est zéro là.
C'est zéro. Et tu vois bien la catastrophe que c'est. En 5 ans, en moins de 10 ans, t'as quasiment triplé en 6 ans même, de 2000 à 2006, t'as triplé ton nombre de shows à moins de 2000 personnes. Tu passes de 25 seulement en 2000 à 72 en 2006. T'imagines, en 2006, c'est la première année où Inoki s'en va, c'est la première année complète où Inoki n'est pas là. Les trois quarts des shows de l'année, c'est des shows à moins de 2000 personnes. Voilà, parce qu'il n'y a plus personne dans le roster. Tu vois. En 2001, ça tient encore à peu près la route. Mais à partir de 2000, en 2001, c'est la première année, je redis 2001, c'est la première année sans Hashimoto et avec la concurrence de Noah toute l'année. Sur les shows, entre guillemets, du quotidien, tu arrives à limiter la casse. Mais sur les très grosses cartes, tu vois que tu commences à plafonner. Et à partir de 2002, ben là c'est mort. Parce qu'en plus, tu perds, je disais, on redit encore, Keiji Muto, ça a été un impact énorme de perdre Muto. Et en plus, à la fin de l'année 2002, tu perds Sasaki. Tu vois bien qu'il n'y a vraiment plus personne. À partir de 2003, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Donc si vous avez envie de revoir la vidéo, vous pouvez la revoir avec le tableau, histoire de voir un petit peu... histoire de voir un petit peu... Enfin, reprendre le tableau pour voir un petit peu les décisions de booking que je dis tout au long de la vidéo pour vous rendre compte un peu de l'impact que ça peut avoir d'une année sur l'autre. Mais quand on voit que Bob Sapp devient champion en 2004, et ben sur le papier on peut se dire ouais, il fallait tenter un truc. Parce que 2003, c'est une année qui pue. C'est une année qui pue. La moitié de tes shows, sur les shows courants, je vous dis, bah, la moitié de tes shows c'est moins de 2000 personnes. T'attires plus personne. Et t'es obligé de faire un max de shows entre 10 et 20 000. Parce que les très 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 grosses cartes, tu vois que t'es plus capable de les faire, t'as plus le roster pour les faire. Donc t'essaies de multiplier les gros shows un peu plus de 10 000. Bon après Bob Sapp ça va pas marcher parce que bah, ça va pas durer longtemps, ça va pas durer suffisamment longtemps pour voir s'il aurait pu y avoir un impact. Mais voilà, après ça pue. Après ça pue. Et donc voilà, 2005 première année, enfin 2006 pardon, première année intégrale sans Inoki. Et après 2007, année début Tokyo Dome, enfin Tokyo Dome, le Wrestle Kingdom, le premier Wrestle Kingdom, bah, il fait 28 000 personnes quoi. Voilà. Et donc pour la première fois en 2007, c'est la première fois, enfin non c'est pas la première fois, c'est 2005, c'est la première année depuis début des années 90, voire même 89, où New Japan fait pas un show à plus de 40 000 personnes. Voilà. En 2006, ils arrivent à en refaire un, mais après en 2007, l'année suivante, c'est même pas qu'ils n'arrivent pas à faire un show à 40 000 personnes. Parce qu'en 2007, ils font même pas un show à 30 000. À 30 000. Et là, ils mettent la plus grosse carte qu'ils peuvent, hein, en 2007. Ils mettent la plus grosse carte qu'ils peuvent. Ils font que 28 000. Voilà. Et là où ça bascule en 2006, ils arrivent à faire que 6 gros shows dans l'année, qui fait, c'est moins 50% par rapport à l'année la plus faible sur les années précédentes. En une demi-décennie, ils sont obligés de réduire leur tentative de gros show de 50%. Mais quand tu revois une décennie plus tard, ils sont encore obligés de baisser de 50%. Là où on était à 6 en 2002, on passe à 3 à partir de 2006. En 4 ans. En 4 ans. Et l'année suivante, c'est pareil. Après, j'aurais pu continuer sur l'année suivante, mais bon, on va pas faire non plus toutes les années. Donc voilà pour le inokisme, où moi le premier, on avait souvent tendance à penser que c'est à cause du fait que Inoki a ramené beaucoup de gars du MMA. Alors c'est à la fois vrai, c'est à la fois pas vrai, c'est trop simple. Parce que le fait d'avoir ramené Ogawa en 97, ça a peut-être déclenché le fait que tu finisses par perdre Hashimoto 3 ans plus tard. Même s'il y a aussi le fait qu'Hashimoto voulait créer un peu une compagnie école pour éviter d'avoir un dojo et voilà, tout ça. Bref, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais le fait que Inoki ait voulu mettre en concurrence Sega à lui comme des mecs qui sont legit et qui s'entraînent toute l'année pour ça, des mecs du Pride et du K1 et tout, et bien je redis Keiji Muto, Kensuke Sasaki,
Ils voulaient pas en entendre parler de ça. Eux, ils ont pas voulu. Et eux, ils sont partis pour ça. Donc sur tes 4 plus grosses stars que tu avais, tu perds Hashimoto, tu perds Muto et tu perds Sasaki. Et il te reste le moins bon des 4, Chono. Enfin, le moins en forme des 4. Donc forcément, chez les polos, il te reste plus personne. Plus personne. La nouvelle génération, elle a été lancée comme ça. Ils pouvaient rien faire, les gars. Ils pouvaient rien faire. Et donc, voilà. Après, donc, même si Inoki, au début, il a ramené des gars du K1, du Pride et tout, mais il avait encore un gros roster. Il avait encore les Hashimoto, les Muto et tout, et les Sasaki. Donc, ça rajoutait de la force, de la variété, de l'attention à son truc. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gros shows. À plus de 10 000 personnes sur les premières années, 97 jusqu'à 2000-2001. Parce qu'il injecte, il fait des chèques, les mecs viennent, et on peut multiplier le nombre de gros shows. Mais après, sur le reste de l'année, tu vas pas faire venir des mecs du Pride et tout pour faire des petits shows de 2000, 5000 personnes, ça n'a pas d'intérêt. Donc ces mecs-là, ils sont pas là, sur ces cartes-là. Donc là, tu te retrouves avec ton vrai roster. Mais les Hashimoto que je dis depuis tout à l'heure, Hashimoto, Muto, ils sont plus là. Ils sont plus là. Forcément, les gens se déplacent moins. Donc forcément, tu fais moins d'argent à ce moment-là. Donc c'est plus difficile de faire venir les gars du Pride et tout. D'autant que Pride, ça devient de plus en plus compétitif et tout. Donc forcément, si tu veux les faire venir, les mecs, ils ont moins de temps à t'accorder. Donc il faut que tu signes des plus gros chèques, ça te coûte plus. Et donc c'est ça aussi, j'en ai pas parlé, mais je me souviens à l'époque où Inoki est décédé. Et ça, je lisais ça souvent sur des forums anglais il y a quelques années. Et j'ai relu ça de la part de certains mecs en français. Quand Inoki est mort, je me souviens que c'était Sturi qui avait fait un tweet. Euh, Parce qu'à l'époque, il pouvait pas faire de vidéo, il s'était blessé à l'épaule et tout. Et il avait tweeté, il a fait une série de tweets sur Inoki et tout. Et il avait mis, oui, Inoki, c'est tel truc, tel truc, tel truc. Mais c'est aussi, bah, malheureusement, le Inokisme et tout qui a fait tuer New Japan. Et j'ai lu dans les commentaires de ces trucs-là, enfin de ces tweets-là, euh, des mecs très condescendants qui étaient là en mode ah oui, la fameuse période d'inokisme qui a failli tuer New Japan alors que les mecs remplissaient le Tokyo Dome comme jamais. Bah ouais, les mecs remplissaient le Tokyo Dome comme jamais en 2001, 2002, 2003. Et parce que Inoki signe des gros chèques. Mais tu regardes 2002-2003, c'est pas des bonnes années, hein. C'est pas des bonnes années du tout. Et quand tu regardes dans les chiffres, tu vois pourquoi. Tu vois pourquoi. Le roster il est faible. Et donc forcément, le nombre de petits shows, bah, il augmente. La propension, ça représentait un cinquième de tes shows. Un cinquième, un sur 5. C'est passé à un sur 2. C'est énorme. Donc du coup, tu fais plus d'argent sur le reste de l'année. Donc quand tu fais venir les mecs pour les méga grosses cartes, ils prennent des méga chèques et ils prennent quasiment tout l'argent que tu as gagné sur l'année, quasiment tu les signes pour les faire venir eux. Donc après les gros shows, t'es pas rentable. T'es pas rentable. Et qui est censé faire tourner la boutique sur le reste de l'année quand les grosses stars du Pride et tout ils sont pas là? Bah c'est Nagata, bah c'est Tenzan, bah c'est Nakanishi, bah c'est Nakamura. Mais Nakamura il est encore moins bien installé que les trois autres. Tanahashi il est encore moins bien installé que les trois autres. Donc c'est normal que ça marche pas. C'est normal que ça marche pas. Donc voilà. Donc voilà. Donc voilà. J'ai pas de conclusion à cette phrase. Ben voilà, j'espère que ça vous aura plu. Hein, ce petit retour en vidéo sur le Inokisme, New Japan, tout ça machin. Je pense qu'on arrive à la fin de la série sur New Japan. Je pense qu'il va peut-être nous rester une petite vidéo sur la deuxième moitié des années 2000, un peu le comment New Japan s'est un petit peu reconstruit. Et puis je pense qu'on s'arrêtera là ensuite, hein. Peut-être qu'on fera une petite parenthèse à la fin de la prochaine vidéo sur l'internationalisation sur les années 2010. Mais je pense qu'après on n'ira pas beaucoup plus loin, hein, parce que bah, New Japan c'est plutôt connu ces dernières années. Enfin, notamment la décennie 2010, hein, avec bon, l'arrivée des J-Styles et tout ça, bon, le Bullet Club et tout. Je vais pas faire la vidéo avant la vidéo, mais c'est assez bien documenté sur les dernières années. Il y a plein de vidéos sur YouTube, bon, plus en anglais qu'en français. Mais voilà, c'est quand même assez bien documenté et tout. Donc je pense qu'il va nous rester une petite vidéo uniquement. Et après, je peux annoncer ça maintenant. Ce sera pas pour tout de suite, mais je peux annoncer ça maintenant, je pense. La prochaine grosse vidéo du genre, qui sera peut-être segmentée parce qu'elle va être un peu longue, je pense. Ce sera sur le Joshi. Et ouais, on va pas rentrer dans le détail, mais raconter un peu l'histoire du Joshi.
de ses débuts jusqu'aux années 2000-2010. Parce qu'après, même chose, sur les 10-15 dernières années, c'est plutôt bien documenté. C'est assez bien documenté aussi quand il y a l'explosion entre 85 et 95 aussi. Donc voilà, on va beaucoup en parler enfin, on va en parler de ce qui s'est passé avant. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce qui s'est passé avant, 85-95. On va survoler. Et puis après, le pourquoi du comment, ça s'est cassé la gueule après. Un peu ce qui s'est passé les années 2000. Et voilà. Après, Joshi, Rido. Je pense pas que je parlerai du Joshi comme j'ai fait avec New Japan, avec beaucoup de. Dans le détail d'une seule compagnie. Je pense qu'on va parler d'une manière un peu globale. Même si on va aussi surtout parler de AJW, All Japan Woman. Et voilà. Hein. On verra quand on y sera. Bon, et ben, j'espère que ça vous a plu. On arrive à la fin de la vidéo. J'ai dit que j'allais faire une vidéo courte. Comme d'habitude, c'est ce que je dis et comme d'habitude, c'est ce que j'ai pas fait. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis, à bientôt.